Bonjour tout le monde. Je vous remercie de vous être déplacé ce matin, de vous intéresser à ce sujet. Il va être question donc de la phase, si vous voulez, qui se situe entre le dépistage et l'intervention proprement dite. Donc l'évaluation plus structurée, puis la définition d'un plan d'intervention. Sur ma première diapo, vous voyez, il y a deux logos. Donc ça, d'habitude, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui a été reçu. C'est que mes remerciements les plus sincères à Justice Canada. Je vous expliquerai dans 5 minutes pourquoi je les remercie. Et puis, Belle Cause pour la cause, mais qui, dans les deux cas, donc, ont contribué financièrement à ce projet. Donc, je vous parle dans 5 minutes. Première petite intro, assez générale, quelques taux. Donc, dans quelle proportion est-ce qu'on retrouve plus souvent moi, j'aime surtout me centrer sur les adolescents, même si ça pourrait concerner, je pense, les jeunes adultes aussi. Mais disons, donc, pour ce qui est des adolescents, donc, quelle différence y a-t-il entre, disons, les taux de problèmes dits de santé mentale en ville, population générale, versus dans les institutions qui gravitent autour donc, de la justice pénale? Bien, vous avez donc ici, en ville, dans la population générale, c'est 14 %. Et normalement, dans tout ce qui est centre de réadaptation ou prison pour jeunes majeurs, il faut à peu près tripler. Donc, je vous laisse faire les multiplications, mais ça va donner généralement que de 20 à 60 % des adolescents sont concernés par un trouble dit de santé mentale. Je répète souvent dit de santé mentale parce qu'évidemment, ça c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on appelle un problème de santé mentale? Je n'irai pas vraiment là durant la présentation, mais si vous voulez qu'on y aille à un moment donné, on peut y aller. Mais donc, 50 %, c'est une définition élargie. 20 % les troubles plus sévères. Donc, si vous pensez à des débuts de maladie bipolaire, des premiers épisodes psychotiques, des troubles de personnalité limite, etc. Okay? Donc, 3-4 fois plus. En fait, je suis en train déjà de vous dire pourquoi je mentionne souvent dit de santé mentale. Ça dépend si vous incluez dans ça les troubles du comportement perturbateur de type TDAH ou même troubles de la conduite. Si oui, sinon, ça va évidemment jouer sur vos stats. Est-ce que vous incluez là-dedans les troubles de consommation d'alcool et drogue? Si oui, sinon, ça va jouer sur vos stats. Donc, c'est pour ça, enfin, que les chiffres sont souvent, je dirais, j'ai l'habitude de dire, nommer n'importe quel taux de prévalence quelque part entre 10 et 80 %, vous allez trouver une étude qui vous dit que vous avez raison. Donc, mais évidemment, il y a des syndromes plus sévères, troubles anxieux, syndrome de stress post-traumatique. Vous savez qu'on est dans des années aussi, il y a beaucoup de questions de trauma complexe, avec beaucoup de comorbidités. D'accord? Donc, je pense que je ne vous surprendrai pas beaucoup avec ces données-là. Si on se sort des diagnostics de type DSM, puis on regarde plutôt les symptômes, il est souvent en fait question donc d'émotions mal contenues, d'impulsivité comportementale. Impulsivité cognitive, c'est en fait peut prendre le temps de réfléchir, peser les pour et les contre, donc si vous voulez, des décisions impulsives qu'on pourrait plutôt qualifier d'imprudentes. Donc, de manière générale, un manque, si vous voulez, d'autorégulation. Et donc, la plupart des guides de bonne pratique vont souligner l'importance du dépistage. Le dépistage n'est pas suffisant, devrait conduire donc à une évaluation proprement dite, plus approfondie, qui peut mener à un diagnostic ou pas. Et puis après, bien évidemment, il faut qu'on organise nos services à l'interne si on est dans un établissement, services psychosociaux, services psychopharmacaux. Il faut évidemment aussi donner souvent la formation continue à nos professionnels et intervenants, des mises à jour sur aussi bien la psychopathologie, les approches, les données probantes, la psychopharmaco, et évidemment des suivis dans la collectivité. Donc j'ai mis un petit astérisque, là, un astérisque je pense qu'on dit, sur l'évaluation proprement dite. C'est de ça dont il sera question. Et voilà, je vous présente déjà la vedette du jour. Je suis assez content aujourd'hui parce que je pense que c'est une première. J'ai introduit pour la première fois donc, au Québec ce qu'on a fait, la traduction française d'un instrument qui nous vient de la Colombie-Britannique. Je vais souvent peut-être l'angliciser en parlant du START
AV, I'm sorry, mais c'est parce que en fait, je devrais dire version pour les adolescents, mais vous comprenez que ici, c'est adolescent version. Ceux qui connaissent peut-être déjà le START pour adultes, qui a été traduit en français par l'équipe de Anne Crocker à l'hôpital Douglas. C'est la même famille d'outils. Ici, la vedette, la rockstar, c'est Christopher Webster, le tout premier nom de famille. Mais sur Star TV, ce n'est pas Webster, enfin, je vous dis dans 2 secondes, qui a développé le Star TV. Donc, si vous voyez bien, il est question d'évaluer les risques, mais la traitabilité, drôle de mot peut-être, mais c'est la réceptivité aux interventions des individus. Merci. Et donc, ça ne fait pas tellement référence au vocabulaire psychopathologique de type DSM. On ne cherche pas à poser des diagnostics. L'intention, c'est d'avoir un outil qui est un outil polyvalent, qui peut être donc utilisé aussi bien par un travailleur social, un intervenant communautaire, un médecin, une infirmière. Donc, vous allez voir assez rapidement qu'il y a rarement question d'axe 1, de troubles de personnalité. Ce n'est pas du tout ce vocabulaire-là. Et ce que ça vise, c'est de prévenir différents types de risques, pas simplement le risque de récidive délinquante ou criminelle, mais je vous mets ici le risque de suicide, le risque de victimisation et bien d'autres. Vous allez voir quand on va avancer dans l'outil. Ça couvre en fait 8 types de risques différents qui guettent ces personnes, avec un bon équilibre, je vous dirais, entre les vulnérabilités des individus et leurs forces. Donc, c'est une des caractéristiques des instruments qui viennent de l'université Simon Fraser. Il y a un regard toujours ici positif sur les forces et même les grandes forces des personnes qui, à côté, pourtant, ont d'importantes difficultés. Donc, si on le francise, ça donnerait l'évaluation à court terme du risque et de la traitabilité version adolescente. Ça se veut un langage commun. Je ne sais pas si on réussira à le faire. Comme je vous dis, vous êtes les premiers à le voir aujourd'hui. On va essayer d'implanter ça dans les 2 prochaines années. Mais ça se veut, si vous voulez, une espèce d'interface pour que le médecin puisse discuter avec l'intervenant social, qui puisse discuter avec l'agent de probation à partir d'une même grille. Donc, évidemment, c'est une ambition qui est forte. Il faut que tout le monde adhère à ce vocabulaire, puis à cet outil. C'est le défi qu'on aura. Et vous avez ici la rockstar de la version adolescente, qui est une jeune femme, en fait, Yodi Viljoen. Et donc, c'est avec elle qu'on a communiqué depuis 1 an, qui nous a cédé les droits sur l'outil, qui nous a autorisé à faire les traductions. Donc, ça va se présenter comme ça quand ça sera rendu disponible. Guide de pratique pour le Start EV, version adolescent. Et c'est la rockstar dont je vous parlais, Yodi. Simon Fraser, collègue de Christopher Webster. Les caractéristiques de l'instrument. Enfin, complet est un grand mot. Ça se veut le plus exhaustif possible. Vous allez voir, il y a 24 dimensions à évaluer qui nous permettent de se prononcer sur 8 types de risques. Donc, c'est un instrument qui est exigeant. Je ne vous le cacherai pas. Ce n'est pas un truc en 30 minutes. Ça demande vraiment une bonne connaissance des dossiers. Pour chacun des éléments, comme je vous dis, il y a le pôle positif, négatif, force et vulnérabilité. Et il y a des éléments contextuels. Donc, vous verrez aussi, c'est assez rare qu'on voit ça dans des instruments d'évaluation. Il est question du quartier, du réseau social. Donc, d'habiter dans un coin, en fait, où l'insécurité est importante, est ici considéré. Il y a des éléments aussi sexo-spécifiques, gars-filles. Il y a des éléments aussi qui tiennent compte d'éléments, culturels, socioculturels. Donc, c'est ambitieux comme outil. Ceux qui connaissent les instruments d'évaluation, vous savez peut-être qu'il y a des actuariels et des outils qui visent surtout à structurer le jugement professionnel.
Celui-ci est un outil qui vise surtout à structurer le jugement professionnel. Ce qui veut dire concrètement, ceux qui sont moins familiers avec ce vocabulaire-là, il n'y a pas de chiffre. Ce n'est pas à partir de 32 ou en bas de 23. Ce n'est pas du tout comme ça. Ça suppose que vous ayez régulièrement, je dirais, à prendre des décisions. C'est vous qui allez juger si les difficultés sont faibles, moyennes ou élevées. Et donc, ça suppose évidemment une formation, des discussions en équipe. Donc, je le répète, même si moi je suis très enthousiaste par rapport à cet outil, il m'apparaît très prometteur. C'est un outil qui est relativement exigeant. Ce n'est pas une feuille, ce n'est pas 2 feuilles, ce n'est pas 3 feuilles avec un score au bout. On n'est pas là. OK? Voilà. 50 étapes, un recueil d'infos. On va reprendre dans la présentation, ça va consister surtout, je vais vous faire une démonstration, en fait, concrètement, pour que vous ayez une très bonne idée de ce que c'est. Donc, recueil des infos multisources, aussi bien le jeune, ses parents, parents substituts et documents officiels. Après, évaluation de 24 critères plus 1, qui est facultatif, qui est dit donc propre aux jeunes. Donc, ça fait en fait 25 critères. Avec une évaluation de la probabilité qu'il y a 8 types de risques: victimisation, suicide, automutilation, violence, etc. Menace est un acronyme pour désigner en fait un risque grave et imminent. Il y a quelque chose de... Mettez une tentative de suicide avec un plan clair qui pourrait arriver dans les 3-4 prochains jours. Donc, c'est pour des situations de crise. Et ce qui est assez rarement ajouté dans les outils d'évaluation, il y a une section pour vous aider à planifier les interventions. Ceux qui connaissent parfois les outils d'évaluation, enfin, ce qui est dommage, c'est qu'on finit avec un résultat, mais ça ne nous aide pas forcément à faire un plan. Et donc, ça fait en sorte que très souvent, dans les milieux de pratique, le plan est peu cohérent avec l'évaluation. C'est comme on ne voit pas forcément les liens directs. Ici, sur la fin de la passation d'outils, on vous accompagne pour essayer de faire un plan d'intervention qui soit cohérent avec les résultats de votre évaluation. Donc, le recueil d'infos multisources. Vous avez donc la possibilité de rencontrer, bien, pas juste la possibilité, vous êtes invité à rencontrer l'adolescent et avoir son point de vue. Maintenant, vous êtes aussi invité à rencontrer les personnes qui le connaissent bien, essentiellement ses parents, parents substituts, s'il y a d'autres professionnels impliqués, et les documents officiels. En particulier, si pas le oui-dire, mais je dirais le verbatim, les propos des jeunes vous apparaît peut-être biaisé, peu fiable, contradictoire, les versions se contredisent les unes les autres, alors recours aux documents officiels. 25 éléments, je vous en donne déjà quelques-uns ici. Ça va de l'école et le travail vers la maîtrise de l'impulsivité, les pairs et bien d'autres. Donc, je reviens sur ce que je disais. On est loin du vocabulaire peut-être DSM, mais en même temps, peut-être pas tant que ça. Ceux qui connaissent, ceux qui me suivent, là, qui voyaient ce que c'est qu'un diagnostic DSM, vous vous souvenez peut-être que sur l'axe 5, on parle du niveau de fonctionnement, de l'autonomie, etc. Donc, il y a plusieurs critères ici qui se seraient peut-être retrouvés sur l'axe 5 du DSM, jusqu'à quel point est-ce que ce jeune peut fonctionner de manière autonome et efficace dans sa vie, dans différentes sphères de vie. Vous retrouverez aussi peut-être ce qu'on aurait pu appeler des éléments qui font partie de l'examen mental, donc pas du diagnostic, ceux qui voient un peu comment les médecins ou les psychologues cliniciens travaillent. L'examen mental, c'est par exemple les fonctions cognitives, le jugement, la mémoire. Ça ne mène pas des diagnostics, mais c'est ce qu'on examine. Donc, c'est une combinaison d'éléments, je voudrais, d'examen mental avec des éléments du fonctionnement global du jeune qui seront dans l'outil. Il va falloir pondérer donc aussi si vous considérez que c'est une force, à quel point ça l'est. Donc, faible, moyen, élevé. Idem pour vulnérabilité. La période de référence, c'est-à-dire ce que vous observez pour vous prononcer, ce serait les 3 derniers mois de vie de l'individu. Et vous avez donc là-dedans, éventuellement, je vous montre ça dans 10-15 minutes, à vous prononcer, même si vous considérez qu'il y a des forces principales, des grandes forces, en fait, plus que des grandes forces, qui vont être décisives dans le plan. On va miser d'abord et avant tout sur telle chose. Ou une vulnérabilité dite critique, c'est-à-dire que dans le plan, on va miser d'abord et avant tout, en fait, sur prévenir
telle chose. Bon, une décompensation psychotique, par exemple. Donc, si vous avez une vulnérabilité critique, une force principale, ça va devenir vraiment, je vous dirais, il ne peut pas en avoir beaucoup. Vous devinez, dans une évaluation, les auteurs vont nous suggérer de ne pas dépasser 2, 3, 4 forces principales ou vulnérabilité critique pour vraiment ancrer votre plan d'intervention. Et on va aussi vous inviter à repérer, si vous connaissez bien ce jeune, des signes distinctifs qu'il est sur le point de se désorganiser. Jimmy, à un moment donné, on sait que quand il se met du eyeliner noir, puis qu'il se met un mohawk, puis il se met à écouter à répétition avec son Walkman du Nirvana, drapeau. Donc, ces signes distinctifs-là, on va les inscrire aussi, donc, si vous voulez, dans l'évaluation. Okay? Donc, les éléments à évaluer seront groupés autour de ces 3 sphères caractéristiques de l'ado, de son milieu de vie, son environnement, de ses relations, et un bloc plus spécifique sur readability, donc réceptivité, si vous voulez, aux interventions. Ça va jusque-là? OK. Alors, force principale, vulnérabilité critique, on peut les retrouver, cette diapo, ce qu'elle vous indique, c'est qu'il ne faut pas présumer que s'il y a des forces, disons, au niveau de scolarité, il n'y a pas de vulnérabilité. Ce n'est pas, je dirais, mutuellement exclusif. Donc, dans certains cas, vous aurez des forces au plan de la scolarité, du jugement, du réseau social, et en même temps, des vulnérabilités. Donc, évaluer, si vous voulez, les forces et les vulnérabilités, il faut le faire autant que possible, de manière systématique, sur chacun des éléments, et non pas présumer, à ce niveau-là, ça va bien. Dans le sens que ça ne va que bien. Il est possible que ça n'aille pas que bien. Donc, vous verrez sur la feuille de codification, école, il y a force, vulnérabilité. À chaque critère, vous pouvez, dans le fond, je dirais, juger des 2 côtés. OK? Alors, les risques. Donc, ça renvoie, je vous disais, à 8 conséquences négatives possibles. Puis ici, c'est indiqué 9. Pourquoi? C'est parce que la 9e catégorie, ça va être encore là une catégorie spécifique à l'individu. Donc, en fait, c'est 8 standards, plus un 9e qui serait propre à lui. Et donc, à ce moment-là, on va vous inviter à essayer d'envisager différents scénarios qui peuvent, on va voir dans quelques minutes, mais qui vont aller peut-être du pire au plus positif. Le pire va s'appeler scénario de crise. Et donc, qu'est-ce qu'on peut appréhender comme le plus mauvais, je dirais, dénouement dans les prochains mois? Le meilleur va s'appeler en fait le scénario d'amélioration qui s'accélère. Entre ça, vous allez avoir toute une panoplie de possibilités. Et puis menace, comme je le disais, ça c'est la menace imminente d'un passage à l'acte ou d'une décompensation psychotique ou d'une rechute dépressive dont on voit venir les signes avant-coureurs. On sait que c'est tout près. Donc, ici, je vous donne quelques exemples de ce que c'est que ces signes de dernière minute. C'est peut-être, vous allez avoir bien d'autres exemples en tête. Le jeune, voilà, qui se met à réécouter de la musique un peu dark, à tue-tête, de son groupe, souvent assez, je dirais, Life Sucks, excusez de dire comme ça. Des tenues spéciales, des T-shirts avec des logos spéciaux. Quand on commence à voir ici ce jeune, il y a une espèce de pattern qui se réinstalle, vous devinez. Donc, c'est des choses pour lesquelles tout le monde qui est impliqué auprès de ce jeune-là devra porter attention particulière. Planification, donc, des interventions. Plusieurs scénarios. J'en ai parlé, qui vont aller du pire à l'amélioration. J'en ai parlé. Maintenant, vous allez voir, il va y avoir aussi d'autres possibilités. Le scénario qui risque de se répéter, le scénario qui risque de varier, le scénario qui risque de s'aggraver. Donc, c'est assez fin et moi, je trouve, je n'ai jamais vu un outil d'évaluation qui accompagnait autant les professionnels pour se faire une tête, en fait, sur la stratégie. Parce que c'est bien beau avoir identifié 3 ou 4 besoins. Il y a des besoins au niveau du réseau social, il y a des besoins au niveau de l'estime de soi,
Il y a des besoins au niveau des attitudes pro-délinquance. Maintenant, ça, si vous êtes d'accord, on peut articuler ça les uns avec les autres, c'est-à-dire que son réseau social, les attitudes qu'on a en fonction de l'estime de soi, ce n'est pas trois besoins séparés, tout ça. Là, je veux dire, éventuellement, il faut trouver une manière de les articuler les uns avec les autres. Donc, l'outil a aussi cette ambition, si vous voulez, de vous aider donc, à le faire. Et puis, réévaluer. Donc, vous devinez que ça peut être avec un calendrier prédéterminé. Vous les réévaluez à tous les 3 mois, tous les 6 mois, ou ça peut être une réévaluation qui est plutôt décidée en fonction d'un point tournant dans le suivi. Il est sur le point de sortir d'un milieu fermé, par exemple, transition vers la communauté, ce serait un excellent moment pour refaire l'évaluation. Ceux qui travaillent, par exemple, avec le LSJPA, dernier tiers de la peine, sorti du placement, retourne chez lui. C'est le temps peut-être de faire la réévaluation. Pour finir dans l'intro, ça n'exige pas donc d'être membre d'un ordre professionnel, d'où le vocabulaire, je vous dirais, qui est un peu détaché du vocabulaire psychopathologique. Vous n'avez pas besoin d'avoir donc votre affiliation comme psychothérapeute ou peu importe à votre ordre professionnel. Donc, le premier élément, j'arrive maintenant dans les 25 critères. Le premier, vous le présentez dans le détail. Vous devinez que je ne peux pas vous présenter les 25 dans le détail. Ça sera une formation d'une journée. Mais le premier critère va vous donner une bonne idée de comment c'est construit. Vous avez donc ici études et travail. On vous définit chaque fois à quoi ça renvoie. Donc, vous voyez ici, a pour objet l'investissement de l'ado et son rendement. Donc, c'est important, afin qu'on ait toujours un glossaire, parce que scolarité, des gens pourraient comprendre uniquement l'investissement. Votre collègue à côté pourrait comprendre uniquement les résultats. Ici, on vous précise bien, en fait, que c'est les deux. C'est l'intérêt pour l'école et les résultats, en fait, qui est la dimension à évaluer. À chaque fois, dans le manuel, vous trouverez donc les sources d'infos, en parler avec l'ado, évidemment, mais aussi si vous avez la possibilité d'examiner donc ses résultats scolaires, de connaître de manière plus objective son assiduité, ses habitudes de travail, il étudie pas, bon, la nuit, le jour, régulièrement. Et aussi, on vous expliquera pour chacun des critères quoi ne pas considérer. Donc ici, dans études et travail, on ne considère pas que le jeune se comporte comme une brute, excusez mon langage, mais dans la cour d'école, puis intimide tout le monde. Ça, c'est évalué ailleurs, mais ça ne fait pas partie du critère. Donc, on vous définit ce que c'est, les sources, puis ce que ce n'est pas. Voilà, donc possibilité aussi de s'entretenir avec les enseignants et les parents. Si vous utilisez après donc, la grille, vous avez ici, c'est ce que je ne pourrais pas vous présenter pour chacun des critères, des indicateurs pour considérer que c'est une force ou une vulnérabilité. Donc, si on regarde du côté des forces, reconnaît la valeur des études, donne son potentiel, a de bonnes habitudes de travail, réalise ses tâches à temps, est ambitieux, donc a un engagement sérieux envers ses études, fait preuve d'initiative et réussit bien. C'est à faire partir de ces critères-là que vous serez en mesure d'évaluer si c'est une force légère, moyenne ou forte, élevée. Plus vous rencontrez en fait de ces indicateurs. De l'autre côté, manifeste un manque d'intérêt pour les études. Vous devinez, c'est tout à fait l'image en miroir, donc donne pas son plein potentiel. Mauvaise habitude de travail, réussite très difficile, peu d'investissement, ça l'intéresse peu, plusieurs échecs. Et donc, c'est ce qui vous permet aussi de vous évaluer léger, moyen ou grave. Donc, chacun des critères, si vous voulez, fonctionne de la même manière. Donc là, je vais devoir aller plus vite. Je ne pourrais pas m'arrêter sur chacun, mais pour vous faire un premier, je dirais, tour d'horizon. On va évaluer les loisirs au sens de comment il occupe ses temps libres, là, pas juste les loisirs, les jeux, mais tout ce qu'il fait de son temps libre. Ça peut inclure, donc, si vous voulez, du tourisme, réparer sa bicyclette, puis jouer, faire de la musique. Ce n'est pas juste, je vous dirais, jouer au foot puis au basket. Et donc, encore là, avec qui et dans quel contexte pratique-t-il ses loisirs?
Vous avez sûrement entendu des évaluateurs vous dire, il ne faut pas surestimer les vertus du basket ou du foot, là. On pense souvent que ça sort les jeunes de la délinquance. Bon, évidemment, ça dépend avec qui tu joues, hein, au basket puis au foot. Donc, idem pour toutes ces activités. Je veux dire, donc, le contexte est important. Conso, donc la consommation objective et les méfaits, c'est-à-dire les répercussions de cette consommation sur alors le fonctionnement relationnel, scolaire, etc., familial. Ensuite, le respect des règles. Voilà. Donc voilà, dans les différents milieux de vie où il est, respect des règles à la maison, respect des règles à l'école, s'il y a un placement, alors respect des règles à l'hôpital ou au centre de réadapt ou dans le foyer de groupe. Conduite ici étant conduite agressive ou à risque, auto ou hétéro, donc tourner vers soi, vers les autres, qui peuvent donc compromettre la sécurité personnelle ou celle d'autrui, agression, tentative de suicide. Et ici, remarquez à chaque fois le revers positif, c'est-à-dire qu'on parle souvent, quand il y a question de ces adolescents-là, des conduites imprudentes et à risque. Il est assez rare qu'on vous demande, et avez-vous devant vous un jeune qui a des conduites prudentes, altruistes et sécuritaires? Ici, on vous le demande. Et donc, ça ouvre vraiment une fenêtre intéressante. Quelqu'un qui est plutôt, je dirais, empathique, altruiste, collégial et prudent. Ça existe, il y en a encore. Hein? Auto-soin. Donc, ce que plusieurs éducateurs appellent souvent le respect envers toi-même, là, mais en fait, ici, je pense que c'est mieux dit. Ton alimentation, ton sommeil, ton hygiène, tes pratiques sexuelles protégées ou peu. Ton adaptation psychologique, ceux qui connaissent la notion de mécanisme de coping ou stratégie de résolution de problèmes, donc face à des problèmes sociaux, problèmes personnels, problèmes émotionnels, divers stress, alors arrive d'une certaine manière à to cope with, faire face, ou alors, si vous voulez, plutôt dans l'évitement ou consomme, ou enfin toutes sortes de manières détournées de mal faire face donc à ces difficultés. Il était évidemment prévisible qu'on s'intéresse à l'impulsivité cognitive et comportementale. Donc, je le répète, les deux volets sont ici évalués. Agir promptement, mais aussi d'une certaine manière, pas vouloir réfléchir trop longtemps. Donc, la première idée est la bonne et pas remise en question. Ça donne souvent des raisonnements, si vous voulez, de type clivé. Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi. Si tu es franc ou tu mens, tu m'aides ou tu ne m'aides pas. C'est comme ça. Je vous parlais d'examen mental. Donc, ce qu'un psychologue, psychiatre est habitué d'une certaine manière d'évaluer en termes de jugement, capacité de concentration, mémoire court terme, long terme, et évidemment aussi les symptômes plus graves de troubles de la pensée, interprétatifs, flashback, etc. L'état émotionnel, positif, négatif, détaché, indifférent. L'attitude ici par rapport à autrui, par rapport à la loi. Quelqu'un donc qui d'une certaine manière banalise, si vous voulez, les infractions ou banalise le tort qu'il fait à autrui, se balance un peu du sort de sa victime, en n'a rien à cirer. Ou au contraire, voyez-vous, ici, une attitude plutôt constructive, respectueuse, pro-sociale. Les compétences sociales et la capacité d'attachement avec la famille, les amis. Donc, habileté sociale, je pense que la plupart d'entre vous voyez très bien ce que c'est, de mettre ses limites à régler des conflits, à pouvoir faire un compliment, formuler une plainte. Les relations, ça renvoie plutôt à la capacité d'intimité, sans que ce soit sexuel, mais pouvoir faire la différence entre un étranger, une connaissance, pas un ami, et avoir des amis, des gens en fait, qui sont vraiment plus proches de toi. Soutien social, on est alors, vous devinez, maintenant dans une sphère qui est plus environnementale. Alors, ici, dans quelle mesure est-ce qu'il y a un soutien reçu de la part des adultes ou des pères,
Au niveau familial, qu'est-ce qu'il en est en fait de la supervision des parents ou parents substituts? Et donc, ça inclut les risques de négligence, abus et maltraitance en tout genre. Si vous avez la possibilité de vous prononcer sur les difficultés des parents eux-mêmes, pas au niveau de leur pratique éducative, mais monsieur, papa est lui-même toxico, pendant que maman est bipolaire, ou alors ils ont tous les deux, d'une certaine manière, si vous voulez, d'autres difficultés graves. Et en même temps, là, je ne le répète pas pour chacun des critères, vous avez le volet plus positif, des parents qui sont en fait de bons modèles, d'éthique de travail, qui ont de bonnes pratiques éducatives, donc fonctionnement parental, les pères, le réseau des pères comme facteur de risque, facteur de protection. Les ressources matérielles, vous voyez, c'est la première fois que je vois ça dans un outil d'évaluation. Et c'est pour ça que j'aime cet outil d'évaluation. On n'est pas uniquement centré sur le jeune. C'est sûr que si tu es dans un milieu extrêmement pauvre, c'est la misère. Et donc, d'une certaine manière, le frigo est vide et les gens sont pauvres. On va le considérer dans cet outil. Et même le quartier, c'est la première fois que je vois ça aussi dans un outil d'évaluation. Si ceux qui connaissent Montréal, si tu habites Ville-Saint-Michel, ça veut dire quelque chose, habiter Ville-Saint-Michel. Je veux dire, c'est pas jojo. Et c'est pas forcément toujours en lien avec la pauvreté, c'est en lien avec l'insécurité. C'est des quartiers durs, des quartiers où la nuit ça grouille, c'est des quartiers où la nuit ça vent, c'est des quartiers où la nuit ça frappe, c'est des quartiers où tu évites certaines bouches de métro. Et donc, c'est la première fois, comme je vous dis, mais je trouve extrêmement intéressant, enfin, qu'on inclut ces éléments-là dans l'instrument d'évaluation. Les déclencheurs externes, si vous êtes capable de les repérer dans les deux sens. Je suis désolé, je vais très vite, mais je vais vous faire un panorama rapide des 25 critères. Dans les deux sens, c'est-à-dire un facteur déclencheur négatif, un stress, ou un facteur déclencheur positif. C'est aussi assez rare qu'on parle de facteurs déclencheurs positifs. Mais alors, la rencontre d'une opportunité sociale, d'un coach de foot qui a vraiment le tour pour aller chercher le gars puis le ramener chez nous, puis développer un lien avec lui, ça a comme changé sa vie, ça bascule autour de ça. Donc, les déclencheurs externes. Capacité d'introspection. Du jeune, encore là, admirer, moi je trouve comment c'est bien fait. Enfin, je suis vendeur, mais introspection sur ses problèmes, introspection sur ses forces aussi. Introspection ne veut pas dire je suis bourré de problèmes puis je le reconnais. Veut aussi dire et je suis capable de parler de mes talents puis de mes compétences aussi. Donc, c'est intéressant comme façon de le présenter, à mon avis. Intention renvoie au projet, positif ou négatif. Donc, projet de terminer ses études versus, évidemment, projet de trafiquer des stupes. C'est des bons projets, mais il y en a quand même certains qui induisent plus de risques que d'autres. S'il y a de la prescription de médicaments, ce qui est loin d'être rare dans ces situations-là, les taux de prescription sont souvent de l'ordre de 20-30 %. Comment c'est pris? Est-ce que c'est mal pris de manière intentionnelle, c'est-à-dire c'est un refus de le prendre, ou c'est mal pris de manière non intentionnelle, c'est-à-dire j'oublie, j'en prends une fois par 4 jours, puis je me rattrape le lendemain en prenant 5 d'un coup. C'est pas une bonne idée, hein? La traitabilité, donc, et la réceptivité aux interventions non pharmaco. Donc, jusqu'à quel point, bon, peut-être vous connaissez la notion de préparation au changement de Prochaska di Clemente, précontemplation et autres. Ici, il est plutôt question de préparation au traitement. Donc, ce n'est pas juste au changement, mais c'est au traitement. Je suis prêt à recevoir de l'aide, je suis prêt à me présenter, à me fixer des objectifs puis à travailler. Et donc, ça inclut toute forme. Ce n'est pas que des psychothérapies, vous remarquez ici, ça inclut même l'approbation. Ça fait drôle de parler de réceptivité à l'approbation, là. Mais une chose se peut. Il y a vraiment des personnes qui sont vraiment ouvertes à collaborer avec l'approbation. Et ici, je vous mets le 25e donc, critère, des éléments qui sont spécifiques au cas. Ce n'est pas du tout que c'est peu important.
c'est que c'est relativement plus rare. Puis si on ne voulait pas avoir un outil où il y a 60 items, à un moment donné, il faut que tu fasses une catégorie, etc. Donc, dans etc., vous retrouverez donc, par exemple, les crimes d'honneur, les croyances religieuses, les problèmes d'orientation sexuelle qui posent problème à la personne, les maladies chroniques et autres. Ce n'est pas du tout banal, mais sauf que c'est plus rare. Et donc, on a fait un critère pour eux en particulier. Donc, désolé pour le speed, mais c'est parce qu'il me reste 10 minutes, puis je veux arriver une fois que vous avez fait ça. Alors, il faut ensuite, d'une certaine manière, se prononcer sur 8 types de risques. Vous les avez ici. La violence, les infractions non violentes, la conso, les fugues, absence d'un autorisé renvoie aux fugues, le suicide, l'automutilation qui se ne veut pas mortelle, donc juste se couper. Je ne sais pas pourquoi je dis juste. La victimisation et puis la négligence grave de soi, en fait, se nourrir à l'alcool, genre. Et donc ici, vous avez un détail. Encore là, je vais devoir passer un peu vite, mais je vais vous laisser la présentation. Hein, donc, ceux qui trouvent que ça défile vite, vous aurez le PowerPoint, là. Donc, la violence inclut, je vous dirais, les agressions et les tentatives d'agression. Donc, il y avait un plan pour casser la gueule, mais ça a été neutralisé à la dernière minute. Ça compte. Et les menaces verbales, agies, pointer des armes à feu, pointer des pics. Pas nécessaire que ça ait été judiciarisé. Donc, vous avez, d'une certaine manière, à tenir compte du passé pour vous prononcer sur l'avenir. Est-ce que vous croyez que ça risque de se reproduire? Infraction non violente, même chose, vous considérez le dossier passé. Ça inclut donc tout ce qui est de l'ordre du vol intro par infraction, trafic et dégradation des biens publics, méfaits, mettre le feu aux poubelles, casser des vitrines, etc. Que ça a été judiciarisé ou pas. C'est arrivé, est-ce que ça risque de se reproduire? Conso, alors ça inclut les substances licites et illicites, de l'alcool à la coke, en passant par le pot. Ça inclut les médicaments d'ordonnance, donc par exemple les opioïdes sous prescription qu'on détourne. Et cette curieuse habitude là, d'aller chercher ces produits dans le coin où on met les produits de la térébenthine, les solvants puis l'essence. Chez nous, on appelle ça un atelier. Mais il y en a pour d'autres, ça a l'air c'est une pharmacie apparemment. Et donc, que ton atelier devienne ta pharmacie. Je ne devrais pas faire de blague là-dessus, par exemple. C'est pas bien drôle, je trouve. Les fugues en tout genre ou évasions, ça inclut les évasions de l'école, du domicile, d'un centre de réadaptation, d'un foyer de groupe, d'une urgence hospitalière. Toujours la même question, c'est arrivé, est-ce que ça risque de se reproduire? Tentative de suicide, automutilation non suicidaire, on est rendu à 6. Victimisation, ça aussi il est assez rare que les échelles d'évaluation tiennent compte de ça. Pas lui qui est à risque de frapper, il est plutôt à risque de se faire frapper. Et donc il y a plusieurs de ces personnes avec des problèmes de santé mentale, enfin, qui sont plus souvent d'ailleurs, selon Anne Crocker, en tout cas, là, de Douglas Hospital, beaucoup plus souvent victimes qu'auteurs de violences, donc provenant de différentes personnes. Et donc ici, ça n'a pas besoin d'avoir été judiciarisé non plus, le simple fait d'avoir été victimisé à répétition. Et ce critère que je trouve fort original et intéressant, négligence de soi, s'alimenter n'importe comment, se foutre en fait complètement de sa santé physique, dormir quand on peut, et puis coucher sans se protéger. Donc, qui est un nouveau domaine d'évaluation de risque, avec la 9e catégorie qui est autre. Et donc, mais ici, c'est pas du tout que c'est peu important. Je répète une dernière fois, mais bon, les grossesses, l'itinérance, la promiscuité sexuelle, c'est pas du tout à négliger, mais on avait à faire des choix, donc c'est votre catégorie, etc.
Formuler le cas, dans les quelques minutes qui me restent, l'expression même a été proposée par Kevin Douglas, qui est un collègue de Webster, qui est un collègue de Yodi, en fait, c'est toute la gang de Simon Fraser. C'est le passage, justement, où une fois que vous avez énuméré tous ces risques, ces éléments, il faut mettre ça ensemble. Donc, formuler le cas, c'est comme, je vous dirais, essayer d'articuler. Vous avez repéré 2, 3 risques, 4, 5 besoins. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Si vous voulez retrouver une personne en arrière de ça, alors, ce que vous suggère Kevin Douglas, essayez de voir les principales forces et faiblesses. Et puis, il appelle ça, lui, des points de transition. C'est les mettre dans une espèce, si vous voulez, de chaîne. Ceci A mène à B qui mène à C. Je vous donne un exemple. L'ado est interprétatif. Il décode mal les indices sociaux. Tu le regardes dans les yeux, il est certain que tu le cherches. Puis, il est tout de suite comme ça. Tu sais. S'il a du mal à décoder les indices sociaux, ça va entraîner des problèmes relationnels. Il y a des liens avec ses habiletés sociales. Puis son problème d'habileté sociale va avoir des liens avec l'intimidation. Il faut essayer d'articuler les choses ensemble. Pas juste dire, il y a un problème d'interprétation, il y a un problème d'habileté sociale, puis il y a des risques d'intimidation. Comment vous liez ça? Idem, du côté positif, c'est bien, d'une certaine manière, il joue dans une équipe de foot, puis donc ça l'amène à fréquenter d'autres genres de jeunes, et ça va être bon d'une certaine manière au niveau de son estime personnelle. Il faut relier ces choses-là, et pas simplement dire on mise sur l'estime, on mise sur les réseaux. Donc c'est ce que ça veut dire formuler le cas, c'est recommencer, si vous voulez, en d'autres mots, à faire des phrases, moi je le dirais comme ça, où on découvre la personne, on a analysé. Maintenant, il faut réintégrer, formuler, prioriser. Et donc, j'en arrive, si vous voulez, à imaginer le meilleur et le pire. Donc, le scénario de crise, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Le scénario répétitif, où ça va se répéter. Le scénario, ça va varier. Il va passer, si vous voulez, de la conso de drogue au trafic de drogue. Il va passer de la délinquance économique vers la délinquance contre les personnes. Ça va varier. L'escalade, si vous craignez, en fait, d'une certaine manière, qu'on soit sur le point, en fait, que ça parte en vrille, mais par en bas. Vous avez ensuite des scénarios d'amélioration, appréciés encore. Hein. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup les deux côtés de la médaille. On pense aussi positif. Donc, qu'est-ce qui, maintenant, au mieux, on souhaite? Est-ce que, d'une certaine manière, on peut répéter les mêmes succès qu'avant? Est-ce qu'on peut miser de nouveaux succès, donc la variation? Est-ce qu'on peut même accélérer le succès? Ce qui fait que le succès en sport va améliorer le succès à l'école, qui va améliorer les projets, qui va, bon, ça va, cette fois-ci, la spirale est par en haut. Et donc, dans l'outil, je voulais au moins vous montrer de quoi a l'air le document. Tout ce que je vous dis là, il y a un manuel qui sera rendu disponible en ligne. On vise le 1er avril, un guide d'utilisation. Pour remplir cette grille, remarquez donc ici à chaque fois, vous avez les items comme force, comme faiblesse, et vous avez adverse outcomes, donc c'est les risques au niveau historique et ce qu'on anticipe. Donc, il y a des antécédents de ceci, cela, et on pense qu'il pourrait y avoir ceci, cela. Ici, case formulation, ça sera traduit évidemment, c'est là de faire des phrases pour qu'on redécouvre une personne, qu'on n'ait pas juste des coches puis tout ça, mais que vous articulez les choses les unes avec les autres, et les scénarios possibles. Alors, parmi les stratégies, je suis près de la fin, ça tombe bien, il me reste que 2-3 diapos. C'est pour vous montrer enfin comment les auteurs nous invitent après ça à écrire le rapport. Il n'y a pas de cote. Il n'y a pas scoré 32, il n'y a pas 5 besoins. On fait du français, d'où la formulation du cas. Pour empêcher Sébastien de réagir violemment à l'intimidation dont il a fait l'objet, on va l'aider donc à trouver des moyens pour éviter ces situations à risque ou y faire face. Et donc, à l'aide des facteurs de protection que vous avez identifiés, vous pouvez compléter la phrase. Pour aider Sébastien à maintenir des relations positives avec ses pairs, on va donc amener les parents à l'aider à organiser ses structures et ses temps libres, et là, vous continuez à développer en fonction des choses que vous avez repérées dans votre évaluation. On vous invite aussi à la toute fin, à penser simplement au développement normal des ados et des jeunes.
Oubliez la grille. Maintenant, demandez-vous, Sébastien, au niveau donc de ses études, de ses amis, de ses compétences de vie, puis de son bien-être, lui, qu'est-ce qu'il voudrait? Donc, retour au développement normal. C'est la première fois encore là, c'est la dernière fois que je le dis, que je vois ça dans un instrument d'évaluation de risque. Le développement normal, est-ce qu'on introduit aussi des éléments de son développement normal? Pour s'assurer, donc, à la fin, si vous voulez, que le plan soit vraiment un plan ensuite qui, je résume parce qu'il me reste 1 minute, que donc les différentes personnes qui sont impliquées auprès de Sébastien, le policier, le TS, l'éduc, le psy, le psychiatre, enfin toute la personne au Carrefour Emploi, on ait un peu la même lecture, donc de ses forces, de ses vulnérabilités, de ses forces principales, de ses vulnérabilités critiques, et donc la stratégie qu'on va adopter pour, d'une certaine manière, arriver donc à assurer sa sécurité, mais impliquer un peu tout le monde. Ça inclut donc la mobilisation des parents et ça inclut les services spécialisés. Donc, si j'ai été clair, ça se veut vraiment, si vous voulez, un outil rassembleur, un outil qui permet à chacun de parler le même langage. Et la dernière diapo est celle-ci. C'est le résultat, voyez-vous, en anglais, comme l'instrument est mis à l'épreuve depuis maintenant une quinzaine d'années. On l'a comparé à d'autres instruments d'évaluation. Ceux qui connaissent le Wireless CMI, ceux qui connaissent le Savary, en fait, c'est des outils qui sont souvent utilisés avec des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Je n'ai pas eu le temps de le traduire hier, mais vous remarquerez, la validité de l'instrument est aussi bonne que les plus connus de type Wireless CMI ou Savary, mais en plus, donc, le STAR TV semble être beaucoup plus utile pour identifier les forces. Et pour terminer, mes derniers mots seront peut-être que si vous connaissez le vocabulaire facteurs statiques et dynamiques, vous avez peut-être remarqué qu'ici, il n'y a que des facteurs dynamiques. On n'est pas dans les facteurs statiques du tout. Et donc, pour identifier les éléments sur lesquels on peut miser pour installer un changement, on est donc avec la même validité que les outils classiques, plus un accent sur les forces, puis un accent qui est mis sur les facteurs dynamiques. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé pour le débit, mais voilà, je laisserai le diapo. L'IUJD va commencer à diffuser l'instrument à partir du 1er avril. Voilà, merci de votre attention.